Chapitre 4. Nausées. Le mois de septembre s'écoula, jour après jour, monotone et pluvieux. Au lycée, Julien et moi faisions semblant de ne pas nous voir. À peine si l'on se saluait poliment. Quand nous nous retrouvions nez à nez, détour d'un couloir, je freinais l'indifférence. En réalité, je n'en menais pas large. Lorsque j'étais revenue du lycée, le fameux soir de la rentrée, j'étais montée directement dans ma chambre. Mais ma mère m'avait suivie et avait tenté de me consoler. Elle avait compris que je venais de me faire larguer par un mec. Mais je ne lui avais pas dit qui. Le proviseur est un pote de mon père, et comme Julien est son fils, ça le craint. Je n'avais pas envie qu'il sache et commence à me poser des questions. Ou pire, aller baffer au prix du père de Julien, et que tout cela remonte aux oreilles du principal intéressé. Question psychologique, mon père, il en était une couche plutôt mince. Ma mère, par contre, elle se débrouillait mieux. Ça m'avait fait du bien de pleurer dans ses bras. Elle m'avait traité les mecs de lâches et de salauds, tous les mêmes, et avait conclu un de perdu, 10 de retrouvé. Mais ça, c'est juste un dicton à la con. Moi, j'avais pas envie d'en retrouver un seul de mec. J'étais juste dégoûtée. Pour ne rien arranger, l'état de mes intestins ne s'était pas vraiment amélioré. Ça devait être l'effet papillon de la rupture, un truc psychosomatique. J'avais la gerbe tout le temps, enfin, surtout le matin. J'essayais de pas trop y penser, je ne voulais pas y penser. Octobre pointa le bout de son nez, j'avais bien humide. Une semaine passa, puis deux. En cours, mademoiselle Lecoutre confirmait chaque jour sa réputation de casse-bonbon. La semaine précédente, elle nous avait fait rédiger notre première disserte sur un poème de Mallarmé, un truc de folie. Complètement incompréhensible, avec une histoire de dés ou de je ne sais pas quoi. J'avais vaguement compris ce qu'elle parlait du hasard. Mais j'attendais le rendu de ma copie, sans trop d'illusions. Le bac de français, c'était pas gagné. Si seulement je pouvais un peu plus me concentrer. Tiens, voilà que ça me reprenait, la nausée. Mademoiselle Lapoutre avait commencé à circuler dans la classe. Elle a été plutôt remontée. Je m'attendais au pire, mais j'étais encore loin de la vérité. Elle paillait avec sa petite voix revêche, rendue comique par une sorte d'accent méridional qui se cadrait pas du tout avec son personnage. Elle commença le décompte du loto. Brown, 4, le duc, 3, Mazard, 7, etc. J'aurais bien aimé me retourner pour compatir avec mes pauvres camarades illettrés, histoire de parler comme à Marseille. Mais au lieu de ça, je fonçais vers la corbeille à papier près de la porte. C'est sympa de venir en classe devant tout le monde. T'as plus de 60 yeux écarquillés braqués sur toi pendant que tu t'essuies le dégueulis sur le manteau, et mademoiselle Lecoutre, outrée et pas compatissante, pas un sou pour enfoncer le clou. Ah, ça c'est très élégant, mademoiselle Boissier. Allez à l'infirmerie, vite. Elle me fit signe de décarpir comme on chasse une mouche. Ah, mademoiselle Boissier, n'oubliez pas d'emmener la poubelle avec vous, s'il vous plaît. Je m'excusai sous les rires de mes camarades. Heureusement qu'il y avait Alizée pour m'accompagner. Le lendemain matin, au réveil, ce fut pire encore. Je croyais que ça allait finir par se calmer, cette nausée, mais c'était tout le contraire. Chaque jour qui passait, ça prenait l'ampleur. Je n'avais plus appétit.
La simple vision d'une tartine de Nutella me retournait à présent de l'estomac. C'est dire à quel point j'étais atteinte. Je devais avoir chopé un sale virus. C'était peut-être ce salaud de Julien qui m'avait refilé la mysomatose ou la mucoviscidose, enfin la maladie du baiser. Quoi. D'ailleurs, j'avais de plus en plus de mal à me lever le matin. Je me sentais fatiguée tout le temps. C'était la maladie du baiser, pas de doute. Après m'être estirpée de mon lit, je descendis dans le salon enveloppé de ma couverture, bien décidée cette fois à persuader mes parents de me laisser sécher le lycée, au moins pour la matinée. Je n'avais aucune envie de me taper la honte une seconde fois devant la classe entière. Mon père et Salomé étaient attablés pour le petit déjeuner. Ma mère était debout et faisait la boniche, je veux dire le service, comme d'habitude. Mais ça allait bientôt changer. Elle m'avait confié qu'elle cherchait à retrouver du travail. Ça faisait au moins 10 ans qu'elle avait arrêté de bosser, ou plus exactement de travailler pour un salaire. À la place, elle bossait gratos et à plein temps pour mon père, ma sœur et moi. Sans week-end, ni RTT, ni congé payé. Le plan le plus naze de la terre. J'avais hâte d'être se dégoter à un petit poste. D'ailleurs, quelqu'un l'avait contacté et il y avait quelques jours pour un job de vendeuse dans une boutique. Je ne sais plus quoi. Pourvu que ça marche. Elle en avait trop envie et je la comprenais. Je fis une entrée théâtrale dans la pièce en traînant les savates et en prenant un air de bête l'agonie. Mais je trichais à peine. Je me sentais vraiment pas dans mon assiette. Ça va, ma puce? S'inquiète aussitôt ma mère en posant sa main sur mon front. T'as pas de fièvre? En tout cas, je m'assis lourdement sur mon siège. Oui, mais j'ai trop la gerbe. T'as quoi comme cours ce matin? Gym, je soufflais. Tu peux manquer, c'est pas grave, décida aussitôt ma mamounette chérie en filant vers la cuisine. Je vais appeler le docteur Bertin. Mon père, qui était en train de se beurrer une tartine de pain épaisse, comme mon poing, fit retomber bruyamment son couteau dans son assiette. Eh ben, ça fait plaisir, ce genre de réflexion, râla-t-il à voix bien haute pour que ma mère puisse entendre depuis la cuisine. C'est vrai que la gym, c'est pas important. Mais il pouvait toujours s'ébourmonner parce que ma mère était déjà au téléphone avec la secrétaire du docteur. Il se vengea alors sur Salomé qui était en train de l'échouiller un morceau de sucre de moinière, il est vrai totalement répugnante. Arrête avec ce sucre, tonna-t-il. Tu vas te rendre malade. Salomé ne rentra pas sa langue pour autant. Au contraire, elle se mit à lécher le sucre avec une vigueur redoublée. Du coup, c'est moi qui râlais. Mais c'est dégueulasse. Il t'a dit d'arrêter. Elle continua derechef. Je décida sur le champ de ne jamais avoir d'enfant. Et surtout, pas un mioche vicelard et baveux dans le genre de Salomé. Sur ces entrevêtes, ma mère revient dans la cuisine. Bon, le docteur peut te prendre à 11h. Je vais te laisser ma carte vitale et dessous parce que je peux pas t'accompagner. Mais pourquoi, je demandais d'une voix guignard. Moi, j'aurais bien aimé que ma maman m'accompagne chez le docteur. Je m'en sentais une toute petite chose tant j'étais malade. Clem, tu as 16 ans, tu peux aller chez le docteur toute seule quand même. Proteste ma mère, agacée. Pourquoi tu peux pas l'accompagner, intervient mon père, stupieux. Mais parce que... Ma mère hésita une seconde, puis elle lâcha. Je passe à l'entretien. C'est pour le boulot dont tu m'as parlé, demandai-je. Ma mère me répondit rien, mais elle me fit un petit sourire en hochant la tête. Elle exultait, mon père un peu moins. Attendez, je peux savoir de quoi il s'agit là? Oh, à moins, évidemment, que je n'aille pas mon beau à dire. Je ne prêtais pas attention à ces géramiades et retournai à la charge. Mais maman, t'as vraiment pas le temps de m'emmener? Il me fout la trouille, le docteur Bertin.
Pas la peine d'insister, Clem, coupa mon père. Tu vois bien que ta mère a mieux à faire que de s'occuper de toi. Ça, c'était un coup bas, mais la réaction de ma mère me surprit. Elle regarda mon père droit dans les yeux et lui dit texto: Qu'est-ce que tu peux être con quand tu t'y mets? Wow, j'avais pas l'habitude de la voir comme ça. Elle devait être très en avoir bavé ces dernières années. Salomé ne trouva rien de mieux que de jouer la lécheuse de bottes patelle et dire que con, c'était un gros mot. Mon père en profita pour continuer à jouer le gros macho. Et Salomé, elle va y aller toute seule à l'école peut-être. Elle est assez grande. Non, répondit ma mère. Mais elle a un père et flanc dans les dos. Sur ce, elle quitta la table et monta à l'étage furax. Ce matin-là, chez Boissé, c'était l'ambiance ricorée, l'ami du petit déjeuner. 3 heures plus tard, je me retrouvais donc assise seule sur une petite chaise face au bureau du docteur Bertin. Il tournait et virait derrière moi, l'air préoccupé, en mordillant son stylo dès le début de la consultation. Il n'avait pas semblé me croire une seconde. Il pensait sans doute que je bluffais juste pour sécher les cours. Mais je vous jure, j'ai vraiment promis, je ne mens pas. J'ai mal au cœur tout le temps, je répète pour au moins la 3e fois. Tous les médecins font et du coup, personne ne sait ce qu'ils pensent. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Mais tu as pris du poids ces derniers temps. Non, sortit soudain le docteur de but en blanc. Je ne voyais pas le rapport et d'abord c'était assez vexant comme réflexion. D'abord j'avais pris 2 ou 3 kilos, mais rien de grave. Pas de quoi fouetter un chat. Le docteur vient se rasseoir à son bureau et me fait ça alors d'un drôle d'air en se demandant: Dis-moi, est-ce que tu es active sexuellement? Je ne m'y attendais pas à celle-là. Je fixai le docteur à mon tour, le regard complètement vide. J'avais envie de disparaître dans un trou. Il soutint mon regard un moment en silence, d'un air super sérieux. Il commençait à me flipper grave, le docteur Bertin. Comme je ne répondais toujours pas, il prit d'une voix posée: Clémentine, je suis médecin. Je ne te juge pas et je ne dirai rien à personne, car je suis tenue au secret médical. Alors, je te repose la question, est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Je baissai les yeux et hochai imperceptiblement la tête. Bon, répond le médecin, en griffonnant un truc mystérieux sur son calepin. Allez, va te déshabiller. Je me déshabillai donc. Bien sûr, je gardais mes sous-vêtements. Je montai sur la table d'examen et le papier grisa sous moi. Je me recroquevillai en cachant mes seins et mes bras avec mes bras. Le docteur commença à m'ausculter avec son stéthoscope. Respire fort par la bouche, me dit-il en plaquant le petit embout froid en haut de mon dos. Je respire fort. Il déplaçait le petit machin glacé sur mon dos sans parler, en écoutant dans ses oreillettes. Et ça me rappelait plein de souvenirs quand j'étais petite. Le docteur Bertin me suivait depuis un bon bout de temps. Allonge-toi maintenant, continua-t-il d'une voix tranquille. Je m'allongeai, mais gardai mes bras croisés autour de ma poitrine. Bon, Clem. Je décroisai les bras et posa l'écouteur du stéthoscope juste au-dessus de mon soutien-gorge, du côté droit. Tout en écoutant, il me demanda doucement: Tu prends la pilule? Oh non, ça fait grossir. Je ne sais pas si c'était le fait d'être allongée ou la tête de mon père tranquille, du docteur Bertin, qui me faisait ça, mais je me sentais soudain comme toute amollie, toute fragile. Je murmurai d'une petite voix fluette: Je préfère les préservatifs. Oui, mais toujours, reprit le docteur Bertin, en posant le stéthoscope sur mon sein gauche. Ben ouais, enlève tes mains. Sans m'en rendre compte, j'avais croisé mes mains au-dessus de mon ventre, comme si je voulais le protéger.
J'enlevai mes mains. Le médecin posa son stéthoscope au bas de mon ventre. « T'es sûr ?» reprit-il. « Presque, oui. » Il ne répondit rien. Il écoutait dans son stéthoscope, d'un air concentré, le regard orienté vers le plafond, puis il ferma les yeux. Il retira son appareil et me demanda. « Quelle est la date de dernière règle ?»« Oh, ça, je sais jamais. » « C'est super irrégulier, » je répondis, en me redressant une position assise. Je relevai les genoux et les serrai contre ma poitrine. « D'accord, mais essaye de te souvenir, » insista le médecin. « Pourquoi ?» lui demandai-je, comme par réflexe. Puis d'un coup, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi me posait-il toutes ces questions. « Un problème ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'insistai à mon tour en fronçant les sourcils. Le docteur Bertin alla chercher un nouvel ustensile sur la table. Ça ressemblait à une mini enceinte de chaîne. Il alluma et la posa à côté de moi sur la table d'examen. La machine était reliée à un fil terminé par une sorte de grosse souris d'ordinateur qu'il appliqua en haut de mon ventre. Un bruit de battement cardiaque emplit la pièce. C'était mon cœur ? Sans rien dire, le médecin déplaça alors la souris vers le bas de mon ventre. D'abord, j'entendis rien, puis à nouveau un battement cardiaque. Mais il était différent du premier, plus sourd et plus rapide, aussi venant des profondeurs. « Oh putain, c'est quoi ça ?» je lâchai d'une petite voix. Le docteur Bertin me regarda et je leva la tête vers lui. Il fit un petit sourire et ses yeux aussi me souriaient d'un air très doux, très gentil. Je n'oublierai jamais ces paroles de ma vie. Il me dit simplement « C'est le cœur de ton bébé. Tu es enceinte, Clémentine. » Je restai à le contempler, bouche bée, dans la pièce. Le petit cœur continuait à battre, imperturbable. Toc-toc, 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 toc-toc. Voilà, j'espère que ce nouveau chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner. Vous êtes bientôt 200 sur ma chaîne et ça me fait très plaisir. Voilà, donc mettez bien sûr un commentaire en dessous pour me dire ce que vous pensez de ce 4e chapitre. Et on se retrouve pour le 5e. La semaine prochaine, je vous fais des énormes bisous. Bisous, bisous.